c'est le plus grand guerrier de l'Égypte ancienne. Un soldat qui n'a jamais perdu une seule bataille. Un général rivalisant avec les plus illustres conquérants de l'histoire. Un roi qui a fait de son pays un empire. Grâce à de récentes découvertes et des travaux scientifiques, nous pouvons enfin percer les mystères de ce conquérant de génie et découvrir les vieux démons qui le faisaient avancer. Voici l'incroyable histoire de Thoutmosis III, le Napoléon égyptien. Thèbes, la capitale de l'Égypte ancienne. Il y a plus de 3000 ans. Nous sommes en 1458 avant Jésus-Christ. La reine Hatchepsout vient de mourir, après avoir fait régner la paix et la prospérité sur son pays pendant 20 ans. Mais ce n'est pas une reine comme les autres. C'est une reine qui a gouverné comme un roi. Certains Égyptiens pleurent sa mort. D'autres s'en réjouissent, objectant qu'elle exerçait un pouvoir beaucoup trop fort pour une femme. L'Égypte va payer chèrement la politique pacifique de Hatchepsout. À sa mort, le pays voit ses ennemis converger vers ses frontières. Les cités rebelles, les Syriens, les Cananéens, tous sont impatients d'éprouver le courage du nouveau souverain. Son beau-fils, Thoutmosis III, est sur le point de prendre le pouvoir. Il est pharaon depuis près de 20 ans, mais la reine Hatchepsout l'a gardé sous son joug pendant tout ce temps. À 20 ans, il peut enfin réaliser son rêve, celui d'un empire fort et impitoyable, à l'opposé des ambitions de sa belle-mère. Mais Thoutmosis doit faire ses preuves, en qualité de roi et en qualité de guerrier. Nul ne sait s'il réussira à triompher des ennemis de l'Égypte, ni s'il saura éclipser sa belle-mère et saisir sa chance. Sans plus attendre, il prépare ses hommes au combat. « 3500 ans plus tard, Thoutmosis repose dans une caisse en verre au musée du Caire. Un léger sourire accroche à son visage momifié. Le visage d'un guerrier et d'un bâtisseur d'empire hors du commun. C'est la momie de l'une des plus importantes figures de l'histoire. Cet homme était un guerrier. Encore aujourd'hui, les militaires étudient l'œuvre de cet homme. C'est pour ça que je tremble quand je le regarde. Je tremble à cause du pouvoir de cet homme. Il a fondé l'Empire égyptien. À la fin du 19e siècle, des archéologues ont examiné la dépouille de Thoutmosis et analysé ses exploits. L'archéologue français Gaston Maspero a observé ses blessures de la tête aux pieds. Son crâne est cassé net au niveau du cou, ses 4 membres se sont détachés du reste du corps, ses pieds et ses bras sont brisés en petits morceaux. Gaston Maspero sait qu'il ne s'agit pas de blessures de guerre. Elles incombent aux suspects habituels. Les profanateurs de tombes. Les pilleurs ont tiré la momie de Thoutmosis III hors de sa tombe. Ils ont ôté ses bandelettes et volé ses bijoux. Peu de temps après leur découverte, les égyptologues ont surnommé Thoutmosis le Napoléon égyptien. Comme Napoléon, il s'est commandé une armée et fait montre d'une soif d'expansion inextinguible. À l'image de l'empereur français, il va de conquête en conquête. Mais Napoléon a connu des revers et de terribles défaites, tandis que Thoutmosis n'a jamais perdu une seule bataille.
Mais cette momie souriante et fatiguée ne nous dit rien sur Thoutmôsis, ni sur les passions qui l'ont guidé. Sa tombe parle peut-être pour lui. La vallée des rois, la dernière demeure des plus grands pharaons d'Égypte. Ici, le docteur Yann Shaw, spécialiste des hiéroglyphes anciens, déchiffrera les murs et nous parlera de l'homme qui les a édifiés. Ce que je trouve fascinant avec cette tombe, c'est le sentiment de fraîcheur et d'immédiateté qui s'en dégage. Les murs de la tombe nous disent que Thoutmôsis était bien plus qu'un simple guerrier. Thoutmôsis était sensible à la beauté. Ce n'était pas seulement un soldat ou un homme bien né. Il a reçu une éducation qui lui a permis de transformer certains aspects de sa propre culture. Là-haut, c'est le roi qui est représenté. Ce dessin fait référence à la mort du roi et à sa transformation en une émanation du dieu soleil. Les murs comportent des formules magiques qui l'aideront à gagner l'au-delà. Les pharaons, comme Thoutmôsis, ne se voient pas comme des rois, mais comme des dieux promis à l'immortalité. Mais sur Terre, le jeune Thoutmôsis n'a rien d'une divinité. Il naît dans un monde dominé par sa belle-mère. Hatshepsut est l'épouse favorite du pharaon, le père de Thoutmôsis. La mère naturelle de Thoutmôsis occupe une place secondaire dans le harem de son mari. À la différence de Hatshepsut, elle n'a pas de sang royal. Certains avancent même que du vivant du pharaon, la future reine était déjà trop influente. À la mort de son père, Thoutmôsis devient l'héritier du trône, mais ce n'est encore qu'un enfant, et Hatshepsut gouverne à titre de régente. C'est une femme ambitieuse. Elle envoie des explorateurs dans des contrées lointaines, importe des huiles, de l'encens, des parfums et de l'or. Elle fait construire des temples et des monuments, et 10 ans plus tard, elle commet l'impensable en s'autoproclamant pharaon. Aucune autre reine n'a fait une telle chose auparavant, et encore moins du vivant d'un héritier légitime. Elle s'habille comme un roi, porte des vêtements d'homme et la traditionnelle barbe postiche du pharaon. Elle est représentée comme un homme dans les sculptures et les reliefs. Pour une nation conservatrice comme l'Égypte, son comportement est un outrage. Sous son autorité, l'Égypte ne connaît pas de guerre pendant plus de 2 décennies, mais éviter la guerre a un prix. Les cités rebelles s'emparent de territoires égyptiens à la frontière nord du pays. Sa belle-mère exerçant une telle autorité, Thoutmôsis doit trouver un autre moyen d'exprimer son talent. Il se tourne vers l'art militaire. Il devient soldat et commandant, laissant derrière lui la politique et le confort de la cour. Il consacre tout son temps à sa formation militaire. Puis, en 1458 avant Jésus-Christ, Hatshepsut meurt. Personne ne connaît la cause de sa mort. Cela reste l'un des mystères non résolus de l'Égypte ancienne. Thoutmôsis devient immédiatement souverain. Il pense que son pays mérite plus qu'un pharaon. L'Égypte a besoin d'un commandant en chef prêt à risquer sa vie sur le front et à diriger les opérations pendant la bataille. Pour réprimer l'insurrection à la frontière nord, il déploie quelques 20 000 troupes en Palestine.
C'est la première des 17 campagnes militaires qui vont asseoir son autorité dans la région. Il repousse les frontières de son empire, au nord jusqu'à la Syrie et au sud, le long du Nil, jusqu'à la Nubie. Il surprend ses ennemis avec des tactiques offensives, utilisant avec succès des bateaux pour transporter rapidement ses hommes, des vivres et des armes. Son armée déplace même des bateaux par voie de terre jusqu'à l'Euphrate. Mais la modernité du commandant Thoutmôsis ne s'arrête pas là. Le pharaon s'appuie également sur un réseau d'espions pour recueillir des informations. Mais les bateaux, les nouveaux moyens de transport et l'espionnage ne sont pas suffisants. Il a besoin d'armes performantes pour intimider l'ennemi. Et pour cela, il fait appel aux technologies les plus avancées de l'époque. Comme Napoléon 33 siècles plus tard, Thoutmôsis III s'est tiré profit des moyens les plus performants et les plus modernes pour vaincre ses ennemis. Quel genre d'armes utilise Thoutmôsis? Le docteur Thomas Ulytt, un archéologue de l'université de Durham, et Tom Richardson du musée des armes royales sont de grands spécialistes des armes anciennes. Ils sont venus en Égypte pour tester les armes du pharaon. Ça ressemble beaucoup à une course à l'armement. Dès qu'une amélioration est portée à une armure, on crée un autre genre d'arme plus efficace. L'arc et les flèches sont les principales pièces d'artillerie de l'époque. Il en existe 2 modèles de base et Thoutmôsis s'est fortement appuyé sur chacun d'entre eux. L'arc de base est formé d'une tige de bois effilée aux extrémités et tendue par une corde de boyau animal. Il peut facilement être fabriqué en série et Thoutmôsis en munit un grand nombre de ses fantassins. Chaque archer décoche un barrage d'environ 10 flèches par minute. Cette pluie de flèches peut déchirer la chair et briser les os. Pour faire de l'arc une arme encore plus meurtrière, Thoutmôsis profite d'une récente innovation. L'arc est composé de couches de bois, de tendons animaux et de cornes pour augmenter sa résistance et sa souplesse. Mais cet arc coûte cher. L'armée n'en pourvoit que ses officiers et ses conducteurs de chars. Il peut décocher une flèche et toucher sa cible à 300 mètres de distance, 2 fois plus loin que l'arc de base. Avec ces 2 types d'arcs, Thoutmôsis peut attaquer ses adversaires à courte et à longue portée. 1000 archers transportant chacun 2 douzaines de flèches qu'ils décochent en moins de 2 minutes. 24 000 projectiles meurtriers. Leurs ennemis ne peuvent ni s'enfuir, ni se cacher. Mais toutes les armées disposent d'arcs et de flèches, et Thoutmôsis doit protéger ses hommes. La solution, l'armure, les gilets pare-balles de l'époque, une invention si efficace qu'elle est encore utilisée de nos jours. Nos spécialistes des armes anciennes se rendent au musée du Caire. Leur mission, voir l'unique exemplaire d'armure datant de l'Égypte ancienne, afin d'en réaliser une réplique et de la tester sur le terrain. Cette armure appartenait à l'un des plus illustres pharaons de l'histoire, Toutankhamon, l'enfant roi. Elle est restée cachée pendant des années. L'armure personnelle de Toutankhamon, une armure en cuir brut. Fantastique. C'est absolument incroyable. Je suis complètement stupéfait. Voilà le genre de moment que vous réserve un séjour au Caire.
On vous ouvre un placard et vous découvrez un objet que personne n'a jamais vu et qui vous fait quasiment entrer en contact avec un individu mort il y a 3500 ans. C'est l'unique armure au monde datant de l'âge de bronze. Même les écailles sont en cuir brut. Oui. Si on l'éclairait par en dessous, on verrait qu'elles sont encore translucides. Oui, on le voit bien sur l'une des écailles. C'est une armure comme celle-ci qui protégeait les fantassins de Thoutmôsis. Mais pouvait-elle arrêter une flèche à pleine vitesse? Pour le savoir, il faut la mettre à l'essai. Nos experts commencent par habiller leur mannequin d'une armure de base en cuir brut. Le fantassin n'a pas eu de chance. La flèche perce sans difficulté l'armure et touche le mannequin jusqu'à l'os. Elle a touché l'os. Oui, elle est allée directement se loger dans l'os. L'armure ne protège pas de toutes les attaques. Elle permet simplement de maintenir les soldats sur le champ de bataille le plus longtemps possible. Ensuite, ils testent l'armure que devaient porter les officiers et les conducteurs de chars. Ce gilet composite est plus lourd. Les écailles sont en cuir brut et en bronze. C'est bien, non? Elle n'est pas du tout rentrée. Les soldats ne devaient rien sentir. Un officier flanqué d'une armure en cuir brut et en bronze pouvait survivre. L'armure est assez moelleuse. Il n'y a pas d'écailles dures pour atténuer les chocs. J'imagine qu'un tir dans la cage thoracique devait certainement vous briser quelques côtes. L'armure en cuir brut et en bronze est beaucoup plus efficace que l'armure de base. Passons à présent à l'armure en bronze portée par les seuls généraux. La différence est-elle significative? Une armure en bronze, c'est lourd et ça fait du bruit. Elle est extrêmement efficace. Regarde comme elle est tordue. Je m'attendais exactement à ça. Ces tests prouvent que chaque armure, du cuir brut au bronze, offre un niveau de protection différent. Le gilet pare-balles de l'époque, la lourde armure en bronze, s'est avéré le plus efficace. Mais il y a deux inconvénients. Cette armure pèse trop lourd pour un combat au corps à corps. Dans la chaleur du désert où la température peut dépasser les 37 degrés, un soldat d'infanterie moyen ne peut la supporter. Et cette armure coûte cher. Même les Égyptiens ne peuvent se permettre d'en équiper une armée entière. Thoutmôsis le sait bien, n'avoir qu'une armure et des flèches ne suffit pas. Il faut savoir les manier habilement. Pour ce faire, Thoutmôsis utilise le char. Mais décocher une flèche avec précision depuis une plateforme en mouvement ne doit pas être évident. Est-ce vraiment possible ? À l'époque de Thoutmôsis, une révolution dans l'art de la guerre bouleverse le Moyen-Orient. On ne peut pas imaginer les énormes changements qui se sont produits en Égypte à la fin de l'âge de bronze. L'arc composite et le char ont complètement transformé la façon de combattre des Égyptiens. Les progrès techniques permettent de construire des chars plus petits, plus légers et plus rapides. En utilisant 6 rayons au lieu de 4, ils deviennent plus résistants et plus faciles à manœuvrer. Mais en gagnant de la vitesse, les chars perdent en stabilité. Un archer peut-il toucher sa cible depuis cette plateforme lancée à pleine vitesse? Nous allons essayer de faire du tir à l'arc depuis un char pour voir jusqu'à quel point c'est difficile. Aucun d'entre nous deux n'est jamais monté là-dessus. On a joué à pile ou face et il a perdu. Alors, voyons voir ce qui se passe. Des roues en bois, pas d'amortisseur et un terrain accidenté. Sur les images, cela paraît facile, mais Tom arrivera-t-il à toucher sa cible, flèche après flèche? J'ai attaché des cordes en espérant avoir une meilleure stabilité.
En ce temps-là, vous travailliez avec un conducteur de char que vous connaissiez depuis des années. Ce devait être plus facile de lui dire d'aller plus vite ou plus lentement, ou de lui expliquer que ça bougeait trop ou pas assez. Il devait instinctivement savoir où aller pour vous donner la meilleure chance de toucher votre cible. Mon Dieu. Pour réussir tout cela en plein cœur de la bataille, il fallait travailler main dans la main. C'est extrêmement difficile. On va faire une nouvelle tentative et voir ce que ça donne. Et cette fois-ci, il touche sa cible flèche après flèche. Si Tom y arrive au bout d'une tentative, imaginez les centaines de conducteurs de chars chevronnés dans l'armée de Thoutmôsis. Une force intimidatrice et meurtrière. On parle d'un très grand nombre, des centaines de chars, tous en groupe compact, décochant une pluie de flèches meurtrières pourvues de pointes en bronze. La révolution qui s'est produite à l'époque n'est pas moins déterminante que l'apparition de l'avion dans la guerre au XXe siècle. Malgré les chars, à l'époque de Thoutmôsis, la plupart des batailles sont des corps à corps. Thoutmôsis a besoin que ses hommes portent le coup fatal, et il s'assure que l'armée dispose de son arme de choix, la hache d'armes. Une nouvelle forme de violent combat à la hache est en train de voir le jour. La hache avait en partie évolué vers une arme tranchante que vous pouviez utiliser pour toucher votre adversaire au niveau de la tête ou des épaules. C'était le genre de hache que vous voyez là-haut, la hache en bec de canard. La hache avait également évolué vers une arme coupante avec un long manche surmonté d'une lame très longue et très étroite, la hache à tête d'hallebarde. Avec ces haches, les soldats d'infanterie peuvent mutiler leurs adversaires. Le long manche avec la lame semblable à une hallebarde était utilisé pour frapper la partie inférieure du corps, pour toucher la taille et les jambes de l'ennemi. La longue hache en bec de canard était utilisée pour frapper le haut du corps, la tête, etc. J'imagine que ce genre d'arme était surtout utilisé vers la fin du combat, quand les fantassins voulaient profiter des mutilations déjà infligées par les flèches. Ils devaient s'approcher de leur adversaire pour faire bon usage de ces armes. Ce ne sont pas des armes que vous pouviez lancer à votre adversaire. Les soldats voulaient pouvoir les garder et les utiliser tout au long de la bataille. La hache est meurtrière et la vue d'un millier d'entre elles doit être terrifiante. L'apparence des armes devait être importante pour les Égyptiens. Si vous vous retrouviez face à une armée compacte, avec le métal des armes qui scintille dans la lumière et les soldats qui avancent vers vous, ce devait être une vision très impressionnante. John Mainwaring est un spécialiste des armes anciennes en bronze. Avec ce type d'armes nécessitant de combattre corps à corps, il faut avoir confiance dans le reste du groupe. C'est une machine de guerre humaine où vous n'avez que des hommes et des armes. Pas de chars, plus de flèches. Il n'y a que vous et l'ennemi. Ce devait être absolument effrayant. Imaginez-vous en train d'attaquer l'ennemi, marchant à flanc de couteau, dévalant la montagne, frappant l'ennemi de toutes vos forces. Ce devait être une expérience vraiment terrifiante. C'est une lampe courte, vous devez vous approcher de votre ennemi. Vous le regardez dans les yeux avant de lui asséner le coup fatal. La hache pourrait transpercer une armure ordinaire, mais est-elle suffisamment puissante pour trancher l'armure en bronze portée par les officiers et les généraux? Thomas Ulytt et Tom Richardson installent un nouveau mannequin avec une armure en bronze. Cette fois-ci, ils vont le frapper avec une hache d'arme. D'une seule main, car vous avez le bouclier dans l'autre. C'est vrai.
Les soldats d'infanterie avaient le bouclier dans une main et l'arme dans l'autre. Même s'il est tentant d'utiliser les deux mains pour avoir le plus de force possible, le premier coup doit être asséné d'une seule main. Alors... L'armure a été arrachée. Cela représente certainement un sérieux traumatisme. Même s'il n'y a pas de sang, ça peut être une blessure fatale. Dans le cas où un soldat d'élite affronte un soldat maniant une hache, il aurait une petite chance de survivre. Il serait très grièvement blessé par le coup de hache, mais il aurait plus de chances de s'en sortir que s'il ne portait pas d'armure. Ce test prouve que la hache peut même blesser des soldats d'élite portant de lourdes armures en bronze. Flèches, armure, char, hache. En 1458 avant Jésus-Christ, Thoutmôsis a besoin de toute sa force de frappe et de toute son habileté. Moins d'un an après l'arrivée de Thoutmôsis sur le trône, dans le nord, les chefs locaux se sont rebellés contre l'autorité égyptienne. La situation est critique. Ce conflit pourrait perturber une route commerciale capitale et ruiner l'économie égyptienne. Avec un ambitieux souverain désireux de repousser les frontières de son empire, la réponse ne se fait pas attendre. Contrairement à sa belle-mère, Thoutmôsis ne sacrifiera pas son pouvoir au nom de la paix. Le pharaon réunit des dizaines de milliers d'armes, un nombre considérable de vivres et quelques 20 000 hommes. Il déploie ses soldats au pied d'une forteresse, à Gaza, et de là, il parcourt 120 km en direction de Megiddo. Il s'agit d'une armée professionnelle, mais de nombreux fantassins sont d'origine très modeste, et c'est la promesse du pillage qui les a incités à se mettre au service du roi. S'ils survivent au champ de bataille, certains rapporteront de l'or, du bétail, des chevaux, et même parfois des femmes. En plus des troupes, Thoutmôsis engage un scribe, un correspondant royal chargé de rapporter par écrit le déroulement de la bataille. Comme les grands chefs militaires qui lui succéderont, César, Alexandre, Napoléon, Thoutmôsis mesure l'impact de l'écrit et il fait en sorte de le contrôler. Son scribe, un commandant de l'armée nommé Tanouni, devient le premier reporter de guerre à rendre compte d'un conflit et à le faire ainsi entrer dans l'histoire. Son récit est publié au temple de Karnak, capitale de l'ancien empire. Le peuple de Thoutmôsis l'a lu, tout comme Yansho aujourd'hui. Tanouni est parti avec l'armée de Thoutmôsis III et dans un sens, c'est le premier correspondant de guerre de l'histoire. Il a suivi les troupes sur les 17 campagnes, relatant dans les grandes lignes les mouvements de l'armée, la stratégie du roi, etc. Le journal de Tanouni a servi de base à ses annales. C'est bien plus qu'une simple série d'inscriptions sur la pierre. C'est le récit laissé par un homme qui esquivait les flèches sur le front et qui, d'une certaine façon, était derrière le char du roi. Le scribe est à la fois reporter de guerre et propagandiste. Son récit décrit la plus illustre bataille de Thoutmôsis, un combat héroïque dans une ville du désert appelée Megiddo. La ville se trouve sur une route commerciale cruciale. C'est la porte d'entrée vers les richesses du Nord. Megiddo est une position si stratégique qu'elle sera le théâtre de combat pendant des siècles. Cette ville pourrait être aussi connue sous le nom d'Armageddon. Au bout d'un moment, ils ont compris que s'ils voulaient continuer à progresser, ils devaient s'attaquer à Megiddo. Dirigés par les Cananéens, les forces rebelles se mettent en position au pied de la ville fortifiée. Un flanc se dirige vers le nord,
un autre vers le sud. L'armée égyptienne n'a pas engagé de combat avec un ennemi depuis plus de 20 ans. Une génération entière d'Égyptiens n'a encore jamais fait la guerre, mais Thoutmôsis ne peut pas se permettre d'attendre. Afin de réduire la distance avec les rebelles, il traverse le désert avec son armée à raison de 25 km par jour. Dans la ville de Yéma, près de Megiddo, Thoutmôsis tient un conseil de guerre avec tous ses généraux. Bien qu'il soit pharaon, c'est lui qui emmène ses hommes sur le champ de bataille. Dans les annales, certaines images montrent que Thoutmôsis III voulait prouver qu'il n'était pas un pharaon comme les autres, que ce n'était pas un vieux souverain qui resterait tranquillement assis sur son trône en Égypte. Il était sur le front et il prenait les décisions. Toutes ces inscriptions décrivent précisément ce qui s'est passé quand Thoutmôsis III a tenu ce conseil de guerre avec ses généraux. Ici, on peut avoir un bon aperçu de la teneur de la conversation avec les généraux. On voit les mots guerre et route. Là aussi, on parle d'une route. D'après ces inscriptions, je sais qu'ils discutaient des différentes routes qu'ils pourraient emprunter. 3 routes mènent à Megiddo. 2 d'entre elles sont des routes longues et plates longeant les collines. La 3e est plus courte. C'est un passage étroit et périlleux, mais elle traverse les collines jusqu'au champ de bataille. Ses généraux lui conseillent de prendre l'une des routes dégagées. Mais Thoutmôsis pense que l'ennemi s'attend précisément à ce qu'il choisisse cette option. Il prend une courageuse décision. Son scribe, Tanouni, déclare dans son récit que Thoutmôsis a tenu à ses soldats ces propos. Je suis l'élu du dieu Ra, loué par mon père, le roi des dieux, Amon. Je prendrai la route étroite. Ceux qui le souhaitent, suivez-moi. Suivez votre roi. Et ses troupes de lui répondre. Notre roi, nous vous suivrons partout où vous nous mènerez. Pourquoi choisit-il cette route? Il pense que si ses généraux lui conseillent de ne pas traverser cette gorge, les généraux du camp adverse seront sans doute du même avis. Alors il dit non, nous allons faire ce à quoi personne ne s'attend, traverser la gorge. C'est un plan risqué. Pour traverser la gorge, l'armée de Thoutmôsis ne pourra former qu'une seule file. Elle sera très vulnérable. S'ils sont repérés, ils sont sans défense. C'est à pied que Thoutmôsis dirige ses troupes à travers ce passage encaissé et rocailleux. Cheval après cheval, homme après homme, tous suivent le chemin tracé par Sa Majesté. Thoutmôsis ordonne même à ses hommes d'emporter leurs chars avec eux. Des dizaines de milliers de rebelles armés les attendent de l'autre côté. Croyant savoir par où Thoutmôsis allait arriver, ils ont mis leurs forces en position à proximité des routes dégagées du nord et du sud, distantes d'environ 12 km. Il faut une matinée entière à l'armée de Thoutmôsis pour traverser la gorge. Quand ils en ressortent, ils ne sont plus qu'à 1,5 km de Megiddo. Ils se dirigent vers leur position et, dans la soirée, ils se sont frayés un passage entre les 2 postes de l'armée rebelle. Le lendemain matin, les forces cananéennes sont surprises par un ennemi semblant surgir de nulle part. الوحوش أن يكسب. Plus tard, c'est avec stupéfaction qu'il découvre Thoutmôsis sur son char doré,
à la tête de son armée. Parmi les Cananéens et les rebelles, c'est bientôt un sauve-qui-peut général. Comme effrayés par une terrible apparition, ils abandonnèrent leurs chevaux et leurs chars d'or et d'argent. Il ne faut pas oublier que la plupart des soldats étaient analphabètes. Ils n'ont pas eux-mêmes laissé de récit de ce qui se passait sur le champ de bataille. Ces reliefs sont bien souvent le seul vrai témoignage dont nous disposons sur ce que les soldats ont vécu sur le champ de bataille. Sur ces images, vous voyez des soldats tomber sous les roues des chars ou les sabots des chevaux. Certains sont même littéralement pris entre les rayons des roues du char. Mais la bataille ne fait que commencer. Au lieu de poursuivre l'ennemi battant en retraite, les soldats de Thoutmôsis s'arrêtent pour dépouiller les cadavres. Cela laisse le temps aux Cananéens de se regrouper à l'intérieur de la forteresse. Thoutmôsis est furieux. Il est contraint d'assiéger la ville. Les Égyptiens encerclent Megiddo et resserrent progressivement leur étau. La ville ne tombera qu'au bout de 7 mois. Les vainqueurs peuvent à présent piller les biens des habitants. Les soldats sont sans pitié. Il s'agissait de dépouiller les morts et les blessés de tout le matériel et de toutes les armes nécessaires pour la prochaine étape de la campagne. Des documents répertorient près de 900 chars, 200 armures et 2000 chevaux. Des milliers d'hommes ont été tués. Après la bataille, les Égyptiens coupent les mains des cadavres de leurs ennemis et les donnent à leur roi pour comptabiliser les morts. Ils n'ont que peu de respect pour les morts du camp adverse. L'ennemi leur aurait fait subir exactement le même traitement. Dans cette caverne, le docteur Zahi Hawass nous explique ce qui est arrivé à un homme sur un champ de bataille égyptien plusieurs siècles avant l'époque de Thoutmôsis. Vous pouvez vraiment vous rendre compte de la cruauté de cette scène qui s'est déroulée il y a plus de 3900 ans. Si on ferme les yeux pour se représenter cette bataille, on peut imaginer ces 60 valeureux soldats. Ils se sont battus pour leur pays et ils ont été tués. Le roi leur a rendu hommage en les enterrant ici. Ce sont les os de soldats égyptiens ordinaires, fauchés par la guerre. Comme vous le voyez, c'est là que sont enterrés la plupart des soldats. Il y a des bandelettes de lin éparpillées partout. Au milieu de leurs ossements, on retrouve les bandelettes de lin avec lesquelles ils étaient enveloppés il y a 40 siècles. Les os témoignent des ravages qu'occasionnait ce qui était alors l'arme la plus sophistiquée et la plus meurtrière au monde. Il y a une flèche ici, une flèche là. Et regardez cet homme, on a une dans le bras. Encore une autre flèche, une autre. Les crânes. Un soldat a perdu ses 2 yeux. Il a une flèche plantée dans le crâne. Son bras droit a été complètement arraché.
Ces ossements sont criants de vérité. Mais ces reliefs et ces sculptures nous en disent encore plus long sur les séquelles laissées par la funeste rencontre du métal avec la chair et les os. Gonzalo Sanchez, neurochirurgien et colonel de l'armée pendant la guerre du Vietnam, étudie les reliefs et les compare avec des photos médicales modernes. Cet individu qui est en train de tomber d'un char a l'arrière de la tête projetée en arrière. Ses épaules sont rejetées vers l'avant, ses bras et ses mains se retournent et sa tête et ses jambes sont projetées en arrière. Cette photo nous montre un patient dont la tête a été projetée en arrière. Les épaules sont rejetées vers l'avant, les bras ont pivoté et les poings sont serrés. Ces dessins d'apparence rudimentaire sont des images très précises d'un point de vue anatomique. Des dessins de soldats ordinaires mourant dans d'atroces souffrances, sculptés il y a plus de 3000 ans. Si vous étiez touché au niveau du bras, vous aviez des chances de survivre. Mais si vous étiez touché au niveau de la boîte crânienne, de la cavité abdominale ou de la cage thoracique, vous risquiez de mourir. Car si une lésion traumatique des vaisseaux sanguins n'est pas mortelle, une infection peut l'être. La douleur frappe aveuglément. Les fantassins, les généraux et les rois encourent le même risque. Prenez l'exemple de cette momie, un ancien pharaon, Sékénenré Taha II. Il était roi d'Égypte un siècle avant Toutmosis. À l'époque, sa nation combat les envahisseurs. Gonzalo Sanchez examine une radio de ses restes humains et met à jour les détails médicaux de la mort de ce roi sur le champ de bataille. Il devait être sur le front avec ses guerriers. Ils étaient sans doute encerclés. Il a probablement essayé d'esquiver un coup sur sa gauche avec son bras. Mais la hachette l'a touché par en dessous et s'est enfoncée suffisamment profondément pour briser les os de son visage. Le crâne de Sékénenré est très abîmé. Il a de multiples marques de coups directs portés tour à tour par une hache étroite, une hache plus large et sans doute un gourdin ou une massue. Contrairement à Sékénenré, Toutmosis a survécu à 17 campagnes militaires sans une seule égratignure. Nous en savons beaucoup plus sur Toutmosis le guerrier, mais nous ne savons presque rien des raisons qui l'ont poussé à devenir le roi qu'il a été. La réponse se trouve peut-être dans la mort mystérieuse de sa belle-mère, la reine Hatshepsut. Contrairement à Napoléon 3000 ans plus tard, Toutmosis prend possession de territoires et les conserve. Toutmosis porte l'empire d'Égypte à son apogée, repoussant ses frontières sur plus de 3000 km, du Liban au nord jusqu'à l'actuel Soudan au sud. L'Égypte est un pays stable et puissant, un carrefour culturel et artistique. L'Égypte de Toutmosis est très différente de celle qu'a gouvernée Hatshepsut. Mais il aura attendu longtemps avant que sa belle-mère ne lui cède le trône. De nos jours, certains archéologues avancent qu'il aurait orchestré son meurtre et dissimulé son corps. Quelqu'un a déplacé son corps de sa chambre funéraire. Aujourd'hui, nous sommes peut-être sur le point de le retrouver. Il y a une centaine d'années, dans la vallée des rois, des archéologues ont découvert 2 momies dans une petite tombe, non loin de la chambre funéraire de Hatshepsut. Les archéologues ont identifié l'une d'entre elles comme étant sa nourrice royale. Mais la deuxième reste un mystère. Aujourd'hui, les égyptologues Salima Ikram et Janice Kamrin se joignent au docteur Zahi Hawass pour inspecter cette momie. Zahi Hawass pense qu'il pourrait s'agir de la reine Hatshepsut.
Mesdames, suivez-moi. C'est une tombe très étrange. Elle est inachevée. Il commence par regarder si ses bras ont été pliés dans la position traditionnellement adoptée par une reine. C'est le cas. Qui a dit qu'elle était âgée? L'âge semble également correspondre. Elle devait avoir environ 45 ans. Son buste est très large. Oui, on le voit bien ici et là. Selon le docteur Hawass, elle ressemble à une reine. Quand j'ai ouvert le cercueil et que j'ai regardé son visage, je me suis dit qu'elle avait quelque chose de royal. Elle a le visage d'une reine. Quelle reine? Je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait être la reine Hatshepsut. Mais Salima Ikram objecte qu'elle n'a sans doute pas été enterrée comme une femme. Je ne pense pas que ce soit Hatshepsut. Hatshepsut a passé toute sa vie à se comporter comme un roi. Et elle a certainement aussi été enterrée comme un roi. Mais si c'est elle, le nom de Hatshepsut est écrit dans le cercueil. Dans le cercueil? Oui. Il décide d'inspecter les autres objets présents dans la tombe. Tout semble normal à un détail près. Un masque mortuaire qu'il ne s'attendait pas à trouver ici, même dans la tombe d'une nourrice royale. Ce masque pourrait très bien avoir appartenu à Hatshepsut. Il y a une fente ici. Alors qu'elle s'est toujours comportée comme un homme, trouver un masque avec une fente prévue pour la barbe postiche d'un pharaon est particulièrement troublant. Ce trou pourrait être le trou réservé à la barbe royale. C'est exactement fait pour ça. Les Égyptiens en mettaient toujours un pour la barbe royale. C'est le masque d'une reine. Et ce cercueil pourrait être la tombe de la momie de Hatshepsut. C'est incroyable. Cela ne suffit pas à prouver qu'il s'agit de la momie de Hatshepsut. Des analyses plus poussées doivent d'abord être effectuées. Mais cette discrète tombe pourrait être l'ultime demeure de l'un des plus fascinants souverains d'Égypte. Si Thoutmôsis a commandité le meurtre de sa belle-mère, abandonner son corps dans cette tombe reculée est tout à fait logique. L'affaire n'a pas été élucidée, mais une chose est sûre, vers la fin de sa vie, Thoutmôsis a pris ouvertement et publiquement sa revanche sur Hatshepsut. Dans les temples de Der el-Bahari et de Karnak, un examen attentif permet de découvrir les contours d'un personnage. Quelqu'un l'a effacé. Les autres murs présentent de plus en plus d'images de cette même personne. Tous ont été délibérément effacés sur ordre de Thoutmôsis. Il s'agit de Hatshepsut. À l'origine, cette chambre était remplie de représentations de Hatshepsut et de Thoutmôsis III. Dans toute cette chambre, ici et à côté de Horus et de Thoth, là-haut dans le coin à droite, et même l'image du Ka, le double spirituel de Hatshepsut, tous ces dessins ont été effacés. À moins d'exhumer le corps de Hatshepsut et de le jeter dans le Nil, on ne pouvait pas mieux s'y prendre pour la faire disparaître de l'histoire.
Des anciens documents égyptiens attestent que 30 ans après sa mort, Thoutmôsis a ordonné la destruction de toutes les représentations de sa belle-mère, les monuments, les dessins, les statues. Cela paraît anormalement cruel et mesquin pour un si grand pharaon. Mais pour les Égyptiens, les images avaient un pouvoir immense dans la vie et dans l'au-delà. En dégradant les dessins et les statues de Hatshepsut, on tentait maladroitement de la priver d'une place dans l'histoire. Mais pour Thoutmôsis, c'était aussi lui ôter toute chance de vie éternelle, toute chance d'immortalité. Était-ce la punition pour une reine qui est allée trop loin en s'autoproclamant pharaon? Ou bien était-ce la vengeance personnelle de Thoutmôsis? Quelle qu'en soit la raison, cela fait de Thoutmôsis, le Napoléon égyptien, une énigme. Une personnalité complexe, tourmentée par ses vieux démons. Mais en 32 ans de règne, Thoutmôsis a élargi les frontières de son empire, avec des flèches, des armures, des chars, des haches et le sang de ses soldats. C'était un tacticien de génie qui n'a jamais perdu une seule bataille. Ses 17 campagnes militaires ont donné naissance au plus vaste empire de l'histoire de l'Égypte.